on n'est pas à l'abri des visiteurs qui viendront solliciter les établissements parce qu'ils ont été contaminés à l'occasion d'une visite. On va avoir tout un tas de procédures. D'une part, des patients qui sont négatifs à l'entrée à l'hôpital, et comme on leur fait justement une PCR avant d'entrer à l'hôpital, avant de les opérer, la plupart des établissements de santé, aujourd'hui, pour vous faire opérer, on vous demande un test qui doit être négatif. Si on est contaminé par le virus durant l'hospitalisation, on a des demandes d'infection nosocomiale, ça arrive un peu partout. Les visiteurs qui seraient contaminés, il peut y avoir, ce ne sera pas une infection nosocomiale puisqu'ils n'ont pas été pris en charge médicalement, mais on verra sans doute des procédures. Donc, il faut peser le pour et le contre, et il y a toujours un équilibre à trouver, comme toujours. Donc, d'un premier point de vue, ça paraît intéressant, et moi, je pense qu'il faudrait différencier vraiment les EHPAD et également les établissements pour personnes handicapées, comme c'est prévu dans une des propositions de loi. Donc, dans les EHPAD et les établissements qui sont des lieux de vie pour personnes handicapées, c'est effectivement leur domicile. Et il y a sans doute eu des abus dans le cadre de la restriction des droits, comme l'a soulevé d'ailleurs la défenseure des droits dans son rapport hier, qui est assez sévère pour les établissements. Et donc, on a interdit à des personnes, effectivement, de voir leur famille. Donc là, c'est leur lieu de vie, c'est leur domicile, et peut-être qu'une loi pourrait être utile pour effectivement qu'on laisse un petit peu moins de latitude, même s'il faut toujours laisser de la latitude au directeur des établissements pour voir au cas par cas, mais peut-être instaurer effectivement un droit de visite dans ces établissements. Par contre, donc dans les propositions de loi, il est proposé de l'étendre aux établissements de santé. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés. Si on instaure un droit de visite pour les familles dans les établissements de santé sans aucun garde-fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, une famille va venir nous dire notre petit garçon de 5 ans, il veut voir son grand-père ou son père qui est en réanimation, il n'y a aucune raison de lui interdire. Donc, parce que dans les propositions de loi, il n'est pas du tout prévu que ce soit pour les personnes majeures. Donc, ça veut dire que les enfants mineurs pourraient venir à l'hôpital voir, y compris en réanimation, des personnes. Instaurer un droit de visite, ça veut dire générer du contentieux. Parce que c'est écrit dans la loi, on y a le droit, et on nous a empêché de voir la personne parce qu'on est venu la voir et on nous a dit que le matin, ce n'était pas possible. Et puis, on est venu, mais le patient était parti faire des examens, donc du coup, ça n'a pas été possible, et on aura des revendications qui seront parfois difficiles à gérer pour les équipes, j'ai le droit, c'est écrit dans la loi, je peux venir me voir tous les jours. Alors qu'on sait très bien que les délais d'hospitalisation, les durées moyennes de séjour sont très courtes maintenant par rapport à avant. Les gens restent très peu de temps à l'hôpital, on développe la chirurgie ambulatoire, etc. Donc, instaurer un droit de visite journalier à l'hôpital et en clinique pour tous les patients, y compris aussi pour les patients mineurs, du coup, et là, ça m'interpelle. Par exemple, on sait qu'il y a des mineurs qui sont hospitalisés dans le cadre d'anorexie mentale, où il y a un contrat qui est établi entre les psychiatres et les parents avec à telle échéance, vous pouvez avoir des coups de fil, des visites, etc. Donc, ça complexifierait vraiment la prise en charge. Donc notamment pour ces mineurs, mais également les établissements publics de santé mentale et tous les établissements où on prend en charge des patients pour des soins psychiatriques, où ça pourrait être complexe donc d'instaurer ce droit de visite. Donc si c'était étendu aux établissements, ça entraînerait de grandes difficultés. Et puis, d'un point de vue pratique, ça veut dire mettre en place des procédures. On l'a déjà vu avec la contention, c'est très compliqué, la contention, tout un tas de procédures de vérification où la famille va demander à le voir. On va solliciter les soignants pour savoir si c'est justifié ou pas justifié. Ça veut dire des pressions sur les médecins. Alors, dans une des PPL, c'est noté que c'est le chef de service qui va décider. Le chef de service, il n'est pas tous les jours et 24 heures sur 24 dans son service.
Évidemment, il ne faut pas que ce soit que le chef de service. Et puis, ça veut dire quand même des pressions importantes pour ouvrir les visites. Je trouve qu'il y a une contre-indication, enfin, dans la PPL qui est la plus longue, où il y a l'article 1 où il est dit qu'aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement. Bon, heureusement que les gens ne sont pas obligés de faire une demande. Enfin, là, pour le coup, avec le Covid, c'est vrai que c'est ça qui a été instauré, mais on va pas instaurer qu'il faille une demande pour venir visiter une personne hospitalisée. Mais en même temps, à l'article 3 de cette PPL, il est noté « Lorsque le visiteur informe l'établissement d'une visite au moins 24 heures avant l'heure prévue, le directeur dispose de 24 heures pour s'y opposer. » Ça me paraît très, très complexe d'avoir un délai à 24 heures, et à 25 heures, c'est trop tard, pour s'opposer à une visite. Sur quels critères on va s'y opposer pour le directeur? Ça veut dire derrière qu'on va mettre en place tout un tas de procédures qui vont être complexes et source de réclamations et de contentieux, qui vont rendre les choses difficiles. La plupart du temps, tout se passe bien, les visiteurs peuvent venir visiter leur famille, et puis il y a même des cas où on aimerait qu'ils viennent visiter leur famille et malheureusement ils n'ont aucune visite. Donc c'est plutôt, les soignants sont plutôt dans la sollicitation de rechercher des personnes qui viennent visiter. Donc la plupart du temps ça se passe bien, donc c'est toujours compliqué de légiférer et de donner un cadre qui va être plus rigide, plus contraignant, alors que le bon sens, en règle générale, règle les choses. Là, on a été sur une épidémie avec un virus inconnu. Pour protéger les patients, encore une fois, on a restreint ce droit de visite. Il faut sans doute maintenant améliorer les choses et notamment effectivement dans les EHPAD et dans les établissements pour personnes handicapées. Mais je pense que l'instaurer dans les établissements de santé tout venant, ça rendrait les choses encore plus complexes, puisque avant tout, il faut quand même éviter aussi, là on est sur une pathologie particulière. Voilà. Très bien. Maintenant, Marc Dupont, directeur d'hôpital et qui est adjoint à la directrice des affaires juridiques de l'AP-HP. Monsieur Dupont. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci de cette invitation. Oui, moi, mes fonctions sont au siège de l'assistance publique, plutôt des affaires juridiques et des droits des patients, mais c'est vrai que pendant cette période si particulière, chacun peut sortir un peu de ses fonctions habituelles et il se trouve qu'assez rapidement, je suis un peu chargé de cette question des visites pour les 39 hôpitaux de l'assistance publique, parce que voilà, il y avait une question qui se posait assez brutalement, auquel on n'avait jamais vraiment réfléchi, qui était celle donc de la visite à l'hôpital. Tout d'abord, je dirais que je rejoins sur beaucoup de points ce qui vient d'être dit, notamment par Mme Manaouil. Je retrouve bien là des choses qui relèvent de l'expérience hospitalière quotidienne et de celle qu'on a pu avoir pendant la crise. Je pense aussi qu'il y a là on parle du droit de visite en général. Enfin, ça recouvre des situations assez différentes. Je crois que l'EHPAD, c'est pas exactement le service de réanimation. Le service de médecine ordinaire, c'est pas forcément comme un service de pédiatrie. Vous voyez, donc on est vraiment dans des situations un peu différentes, même s'il y a bien sûr peut-être une préoccupation à avoir sur cette notion de droit de visite qui aujourd'hui n'apparaît pas expressément finalement dans les textes. Il y a aussi une question de durée, que priver de visite quelques jours une personne adulte qui est en réanimation, c'est une chose. Priver pendant des semaines et des mois des personnes de visite, c'est autre chose. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation différente en situation de crise. Donc, je vais dire, comme beaucoup de choses ont été dites, je vais plutôt compléter un petit peu ce qui est de mon point de vue. Je pense qu'il y a aussi deux choses. Jusqu'à présent, les textes et puis la préoccupation qu'on avait, c'était essentiellement plutôt le droit d'être visité. C'est le patient qui décide ce qu'il veut et c'est lui qui dit qui il veut et qui parfois il veut pas d'ailleurs. Ce qui a été beaucoup exprimé pendant la période récente, c'est plutôt le droit de visiter. C'est plutôt les aidants, les familles, les proches qui disent c'est tout à fait anormal, c'est scandaleux, j'ai pas pu voir ma mère, j'ai pas pu voir mon père, surtout lorsqu'il était décédé. Et d'ailleurs,
la question donc qu'on se pose aujourd'hui sur le droit de visite, il est assez corrélé aussi, à mon avis, dans ce qui a beaucoup choqué l'opinion, légitimement, avec la suite lorsque le séjour a mal fini. C'est-à-dire que il y a eu un sujet qui était celui des chambres mortuaires, celui de la présentation des corps pour les personnes qui sont décédées pendant cette période. Vous voyez, par exemple, un exemple personnel, lorsque j'ai commencé moi, à m'occuper de ce sujet-là, assez tardivement, enfin, je vous expliquerai aussitôt pourquoi. C'était un témoignage d'une famille qui est venue nous dire, disons, fin mars, c'est terrible. Depuis qu'il y a le Covid, enfin, mon mari est parti un jour parce qu'il était très malade pour le Covid, mon mari adulte, pas un personnage, il n'était pas en EHPAD, hein, il est parti donc à l'hôpital. On m'a interdit de venir le voir pendant toute cette période. Et puis finalement, on m'a dit ça va très mal, ça va très mal, mais venez pas encore tout de suite. Et puis après, on m'a dit on lui a téléphoné pour dire oui, mais il est décédé. Et après, on lui a dit oui, mais le corps de votre mari est dans une housse, on ne pourra pas l'ouvrir et donc vous ne pourrez pas avoir une présentation des corps comme vous l'auriez souhaité. Et tout ça dans un contexte qu'on a peut-être un peu oublié aussi, qui était celui de mars-avril, parce que c'est vraiment ce moment-là que je pense que c'était vraiment le plus dur de mon point de vue. Hein. C'est dans une ville de Paris, par exemple, qui était complètement vide, hein, il n'y avait pas de circulation et même les visiteurs n'osaient à peine d'ailleurs aller à l'hôpital d'eux-mêmes, parce que voilà, c'était pas forcément évident de traverser Paris pour aller à l'hôpital. On a oublié ça, et puis il y avait, je pense à cette époque-là, vraiment une crainte très très forte et une demande de protection des malades qui était particulièrement importante. Je crois qu'il faut vraiment distinguer le sujet que vous abordez aujourd'hui, le droit de visite en période de crise, avec celui en temps normal. Vous avez présenté d'ailleurs pour dire au début, vous avez dit le travail, c'est la situation, enfin le droit des visites pendant la période de crise. Mais je pense que c'est assez différent. L'expérience hospitalière qu'on peut avoir, c'est que le droit de visite, il est aujourd'hui absolument pas problématique en temps ordinaire. C'est-à-dire que, à la limite, d'ailleurs, il n'y a même plus de réglementation. On en parle à peine tellement c'est devenu quelque chose de normal. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un peu l'histoire hospitalière, on se retourne vers la période de l'humanisation des hôpitaux dans les années 70, où à l'époque, il y avait des textes qui disaient d'ailleurs, il y avait un décret à l'époque qui prévoyait le droit des visites quotidiennes dans les hôpitaux. Et puis, les hôpitaux étaient tenus d'avoir 2 plages horaires par jour pour l'accès des visiteurs aux hôpitaux. Et c'est devenu tellement normal que finalement, cette réglementation a disparu au début des années 2000. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus que des textes qui, au contraire, viennent empêcher la visite lorsqu'il y a des difficultés avec la famille, des questions. Soit la famille est vraiment perturbante pour le repos des malades, soit il y a des problèmes de discipline ou de comportement qui sont très problématiques. Et donc, pour vous dire que à l'hôpital public, enfin, je pense que c'est pareil en clinique, je pense que aujourd'hui, la visite est plus, enfin, en temps normal, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que il fut un temps d'ailleurs où les visites c'était jamais le matin, pas tard le soir. Alors quand on va dans les hôpitaux parisiens actuellement, en dehors de la période actuelle, ce qui se passe, enfin, on voit bien que les familles viennent le matin, souvent, elles viennent à midi, au temps des repas, pendant un moment des soins, elles viennent tard le soir après le travail. Donc on est vraiment venu dans un régime. Alors ça peut changer, ça peut être différent d'un service à un autre, mais globalement, il y a une évolution considérable de la visite, non pas du droit de visite, mais de la visite de fait, quoi, qui est un nombre de visiteurs parfois important. Bon voilà, donc il y a une très grande liberté, il me semble, hein, de la visite en temps ordinaire. C'est ce qui peut-être nous a un peu rendu les choses plus compliquées lorsque la crise est arrivée, parce qu'on n'avait pas tellement réfléchi à tous ces sujets-là, et ça nous est tombé dessus. Et dans les premières semaines, d'ailleurs, on n'y pensait pas tellement. C'est-à-dire que le sujet, c'était d'abord de protéger les malades, de protéger les personnels. Et donc, il y avait une forme c'était la suspension de toutes les visites immédiates, parce qu'on voulait absolument qu'il n'y ait pas de cluster, qu'il n'y ait pas de dégâts dans les services. Enfin, après, il y a des exemples. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'un grand CHU parisien dans lequel un visiteur est venu un jour. Il était testé, d'ailleurs, on ne savait pas qu'il avait le Covid. Il a infecté 11 personnes dans le service par son simple passage. Oui. Bon. Et après, il nous a signalé après, le lendemain, pour nous dire qu'il avait été testé positif. Il ne le savait pas en visiter. Donc, oui, enfin, c'est un petit peu tétanisé, vous voyez, toute l'équipe. C'est quand même un visiteur qui vient comme ça, qui parvient à contaminer 11 personnes, c'est quand même embêtant. Que vous dire d'autre
Oui, alors, ce sujet, il va dans tous les sens. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet des visites. Je dois témoigner aussi qu'il y a certaines familles qui étaient terrorisées par le fait qu'on maintenait le droit de visite dans les hôpitaux. J'ai encore un père d'un jeune adulte qui nous avait fait des lettres scandalisées, car c'était un médecin. Comment se fait-il qu'on permette encore de visiter mon fils, qu'il y ait des visites dans l'hôpital où mon fils est hospitalisé? Les risques sont considérables, vous devriez absolument limiter les visites. Vous voyez, donc, et pourtant, on les limitait beaucoup. On les limitait beaucoup, c'est-à-dire avec des règles qui étaient plutôt un visiteur par patient et par jour, pas de patient Covid, etc. Donc, je ne sais pas s'il me reste du temps. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un sujet qui a beaucoup de tiroirs, si on peut dire. Oui. Vous pourrez répondre aux questions, hein, monsieur. D'accord. Peut-être plus. Pas de problème, mais de toute façon, il va y avoir un échange de questions-réponses et chacun répondra en fonction de la question qui sera posée. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que du point de vue du juriste, donc moi je suis un praticien du droit à l'hôpital, ce qui me frappe aussi, mais ça on le savait avant la crise du Covid, c'est que tout le droit de la santé, le droit de l'hôpital aujourd'hui, le droit des patients, il est fondé sur le patient. Et autrement dit, il y a énormément de choses sur les droits des malades, le droit de la personne. Et même lorsqu'il y a eu la loi Kouchner en 2002, c'est vrai que même déjà à l'époque, on se disait, mais c'est vraiment le patient tout seul, il n'est pas entouré. Oui. Donc, autrement dit, le droit des aidants, le droit des accompagnants, il est quasiment indigent dans le droit du Code de la santé publique, par exemple. Je vais prendre un autre exemple qui n'est pas celui de la visite, mais on a régulièrement des difficultés ou des litiges avec les familles pour des patients qui sont inconscients ou qui sont dans le coma. Et les proches, le conjoint, les enfants veulent avoir accès au dossier médical. Et on leur dit, ben non, tant que le patient est vivant, il n'y a que lui qui pourrait vous donner le droit d'accéder à son dossier médical. Et enfin, bon, c'est pour donner un exemple, parce qu'il y a régulièrement des litiges en la matière. Mais pour vous dire que même le droit, oui, le droit du proche à l'hôpital, il est, ou dans le domaine de la santé, il est très peu consistant. Et c'est vrai qu'en la matière, du coup, le droit de la visite, le droit de visiter son proche, il est lui-même très indigent. Bon, voilà ce que je peux vous dire voilà, dans une première intervention. Merci. Nous allons passer maintenant la parole à Laurent Frémont, secrétaire général du collectif Tenir ta main, qui représente plus là le côté famille. Et je sais que votre collectif avait été reçu par le président Larcher et par le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, permettez-moi de revenir sur les raisons de ma présence ce matin, qui permettront, je l'espère, de mieux saisir les réalités de ce que nous connaissons depuis plus d'1 an maintenant. Mon père, Dominique Frémont, avait 70 ans, il était médecin, en pleine santé, encore en activité. Et en octobre dernier, il a contracté le Covid. Il a été hospitalisé à la clinique Axiom d'Aix-en-Provence. Et d'emblée, l'équipe médicale nous a interdit toute visite en service de réanimation comme dans tout établissement. Les visites étaient interdites pour tout le monde. Après une semaine, mon père est désintubé, sorti du coma artificiel. Il passera les 10 jours suivants dans la solitude la plus totale, malgré ses demandes insistantes pour nous voir, malgré notre présence aux portes mêmes de ce service, qui nous seront restées désespérément closes. Nous n'aurons été en contact avec le médecin réanimateur que 2 fois. Une première fois, à notre demande, pour qu'il nous explique de ne pas l'appeler pour ne pas le déranger. La seconde fois, pour qu'il nous annonce le décès de mon père, le 9 novembre. Mon père aura passé les dernières semaines de sa vie dans l'isolement le plus total, sans personne pour l'accompagner dans cette solitude contrainte. Le médecin cochera négligemment la case mise en bière immédiate, nous privant de tout adieu à sa dépouille. Mon père est donc parti dans une housse en plastique, sans plus de considération. Ce n'est qu'après d'importantes pressions extérieures que la direction de la clinique Axiom finira par concéder à ma mère le droit de pouvoir entrevoir quelques minutes le visage de mon père dans une pièce réfrigérée, surveillée par 2 personnes, mon frère ayant été contraint de rester à la porte. Ce n'est qu'après avoir obtenu avec difficulté le dossier médical de mon père que nous apprendrons la vérité. Mon père n'est pas mort du Covid, il avait subi 3 tests négatifs durant la semaine précédant son décès. Il est mort d'une septicémie, contractée dans le service qui devait le soigner.
L'interdiction de visite qui nous a été opposée était donc non seulement illégale, mais en plus dénuée de fondements sanitaires. Après plusieurs semaines de sidération et de révolte, j'ai réalisé que malheureusement notre cas n'était pas isolé et que ce recul inédit de civilisation, je pèse mes mots, était partagé par des milliers de personnes en France. Voilà pourquoi, après avoir étudié les fondements juridiques de ces interdictions arbitraires de visite, j'ai proposé dans une tribune publiée par Marianne le 10 février dernier l'instauration d'un droit opposable aux visites des proches pour les patients hospitalisés. Avec Stéphanie Bataille, nous avons cofondé le collectif Tenir ta main, qui a pour but d'alerter sur les dérives éthiques que nous connaissons depuis maintenant plus d'1 an. À ce jour, nous avons reçu plus de 8000 témoignages. Nous en recevons tous les jours. Ils sont poignants, je pourrais vous les communiquer. Plus de 45 000 personnes ont signé notre pétition demandant un droit de visite. C'est donc désormais un sujet de société et c'est au nom de ces 8000 personnes qu'ils ont écrit, de toutes celles qui ont été victimes de cette situation, que je m'exprime aujourd'hui. Pour revenir sur les considérations juridiques, le droit de visite est un droit du patient, comme cela a été rappelé. Alors, le patient qui peut d'ailleurs les refuser. Cependant, la police des visites qui est laissée au pouvoir du directeur, donc c'est l'article R 1112-47 du Code de la santé publique, laisse la place à des interdictions, des restrictions qui sont souvent arbitraires et disproportionnées. Elles sont inégalitaires puisque le respect de ce droit est très variable selon les établissements et que les inégalités de traitement se multiplient. Elles sont disproportionnées puisque la balance bénéfice-risque est pour beaucoup défavorable. Elles sont arbitraires puisqu'elles sont souvent liées uniquement à la peur de poursuites médico-légales de la part des directions. Et surtout, ces limitations sont difficilement attaquables sur le plan juridique, en l'absence de possibilité de recours. Et cela laisse les proches dans une situation de désarroi et de détresse. Je ne reviendrai pas sur l'impact considérable sur la société qu'entraînent ces restrictions de visite, non seulement pour les patients eux-mêmes. Nous avons beaucoup de syndromes de glissement, de personnes qui se laissent dépérir par solitude, par perte de lien. Aussi sur les proches qui sont laissés dans des traumatismes indicibles, une forme de culpabilité, de ne pas avoir fait plus pour chercher à atteindre son proche. Et aussi pour la société tout entière. On a beaucoup de personnes qui refusent aujourd'hui de se faire soigner par peur de finir seules. Donc ça devient vraiment un sujet de santé publique. Et j'ajoute que les conséquences sont aussi terribles sur les soignants, notamment ceux qui subissent ces protocoles et qui sont contraints de les faire appliquer. Et beaucoup nous indiquent vouloir quitter cette profession car ils ne veulent plus subir ces protocoles inhumains. Voilà pourquoi il nous paraît indispensable de légiférer et de légiférer rapidement. Pourquoi légiférer ? Tout d'abord, un texte de loi sur le sujet aurait évidemment une portée symbolique. Inscrire ce droit de visite dans le Code de la santé publique, alors qu'il n'est aujourd'hui que reconnu dans la charte de la personne hospitalisée, serait une manière de le consacrer comme droit fondamental. Cela permettrait aussi une norme lisible et intelligible, à l'opposé du flou législatif et réglementaire qui prévaut aujourd'hui. Évidemment, une loi déclencherait aussi une mécanique réglementaire qui permettrait que ce droit soit bien assuré dans les établissements de santé. Sachant que, je le précise, contrairement aux EHPAD, les établissements de santé, il n'y a eu aucun texte réglementaire depuis le début de cette pandémie. Donc on nage en plein flou juridique, ce qui permet malheureusement à certaines directions d'établissements d'exercer une forme d'arbitraire. Et surtout, la loi est l'instrument de recours ultime. Elle donnerait un solide socle juridique aux victimes. J'ai entendu dans une intervention précédente une crainte sur la génération de contentieux. Bien, je pense au contraire que la loi est le dernier recours des plus faibles face à l'arbitraire médical. Et donc, il faut que les équipes s'exposent évidemment à assumer leurs responsabilités. Et je pense que la loi leur donnerait évidemment un socle juridique solide. Enfin, la norme a des vertus de garde-fou. Évidemment, elle nécessite un travail de pédagogie, d'appropriation par les équipes et les usagers. Mais ce serait une manière de faire respecter ce droit fondamental qu'est le droit de visite, surtout à l'approche de la mort. Nous pourrons y revenir, mais les témoignages que nous recevons, au-delà de mon simple cas personnel, montrent bien qu'il s'agit désormais d'un sujet de société. Nous avons une seule crainte, c'est que cette situation perdure au-delà de la pandémie. Voilà pourquoi il est important d'agir. Ce n'est pas une loi de circonstance, mais une loi pour faire assurer tout simplement les principes élémentaires de notre civilisation,
il est vital aujourd'hui d'assurer un lien vital entre le patient et ses proches, surtout à l'approche de la mort. Je vous remercie. Merci, Monsieur Frémont. Et pour terminer, Monsieur Pascal Chanvert, qui est président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Monsieur Chanvert. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, toutes mes excuses, j'ai des problèmes de... Oui, on vous entend très mal, Soit il faut augmenter le son de votre micro, soit vous rapprocher de votre ordinateur, mais le son est très mauvais. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs? C'est parfait. Très bien. Donc, je présentais mes excuses d'avoir coupé l'image et vous voyez que, compte tenu des problèmes que j'ai même avec le son, j'ai bien fait d'avoir coupé l'image. Bon, très rapidement, l'ADEPA, c'est 2000 directeurs d'établissements de services à domicile dans toute la France. Et pour vous dire de quel point de vue nous parlons, quel point de vue je parle, dès le début de la crise, nous avions craint un délire hyper sécuritaire et c'est la raison pour laquelle nous avions saisi le Comité consultatif national d'éthique, qui a d'ailleurs très rapidement donné un premier avis au mois d'avril. Et nous avions, dès le début de la crise, dit qu'il fallait trouver le bon équilibre entre sécurité et liberté et entre sécurité psychique et sécurité physique. En fait, ce que nous pensons à l'ADEPA, et je l'avais dit devant votre commission quand nous étions intervenus sur l'épidémie de Covid, c'est que la crise est au fond un moment où le passé présente sa note. Et je voudrais brosser très très rapidement le contexte dans lequel nous sommes. Tout d'abord, il faut bien voir que nous sommes dans un contexte d'une société qui est agiste. C'est quoi l'agisme? C'est une discrimination, comme le racisme, le sexisme, l'antisémitisme ou d'autres discriminations. Quelques remarques. Il est courant dans notre société de dire « faudrait pas vieillir ». Imagine-t-on qu'on dise « faudrait pas être noir, faudrait pas être une femme, faudrait pas être homosexuel ». Quand on compare parfois le Sénat à une maison de retraite, c'est tout sauf un compliment. Et vous voyez bien que ça marque cette discrimination par l'âge. Et toutes les discriminations ont des points communs. Et je vous invite, je vais vous en citer quelques-uns, et je vous invite au moment où je les cite à penser aux plus discriminés par l'âge, que sont les personnes très âgées qui vivent à domicile ou en établissement. Les principes des discriminations, c'est d'abord qu'il y a une séparation entre les dominants et les dominés. Les dominants, globalement les jeunes, sont totalement différents des autres. Et les jeunes, s'agissant là de cette différence avec les résidents de maisons de retraite, c'est au fond tous ceux qui ne sont pas en maison de retraite. Donc on est complètement séparés de ces gens-là qui sont très différents de nous. Ils sont perçus comme radicalement différents. Et d'ailleurs, le vocabulaire est signifiant. On dit qu'ils sont dépendants dans une société où tout le monde se définit comme indépendant et autonome. Les dominés sont assignés à un groupe homogène et leur appartenance au groupe est plus forte que leur individualité. Les dominés sont considérés, c'est essentiel s'agissant des personnes âgées vulnérables, sont considérés comme ayant des besoins inférieurs aux autres. Les dominés sont dévalorisés par les préjugés des autres. Et dernier élément, derrière toute discrimination, il y a une peur ou des peurs. Et il est bien clair que s'agissant de la discrimination par l'âge, je ne développe pas, il y a la peur de vieillir et la peur de la mort. Deuxième élément de contexte, on dit parfois les établissements, ce sont les invisibles, mais pas du tout. J'ai aussi longtemps cru ça et je ne comprenais pas quand je disais que j'étais directeur d'établissement et de services à domicile, pourquoi systématiquement tous mes interlocuteurs ne me parlaient que des établissements. Alors je croyais m'être mal exprimé, j'ai au fil du temps dit que j'étais directeur de services à domicile et d'établissement, mais on ne me parlait toujours que d'établissement. Pour une raison simple. Les établissements sont visibles, ce sont les personnes à domicile qui ne le sont pas. Au fond, la fonction du domicile, il faudrait beaucoup de temps pour développer, je vous présente ça très rapidement, mais je pourrais développer dans vos questions. Au fond, dans une société qui ne veut pas voir le vieux valide, il peut être mythifié. Pensez à Edgar Morin ou à Aline Renaud, alors qu'à chacune de leurs interviews,
on explique qui sont des jeunes. Lynn Renaud a plus de 80 ans, Edgar Morin a 100 ans. Et les autres, c'est-à-dire les vieux qui vont pas bien, eh bien, au fond, ils sont assignés à rester dans leur domicile, là où on ne les verra pas. Et au fond, c'est les vieux en établissement qu'on voit, c'est les vieux à domicile qu'on ne voit pas. Troisième élément, les établissements, mais aussi d'ailleurs les services à domicile, sont des lieux de contradiction forts. Ce sont des lieux d'hypersécurité sans les moyens. Alors, je ne développerai pas sur la question des moyens, j'y reviendrai dans la conclusion. Sur la question de l'hypersécurité, il faut bien comprendre que nous sommes tous dans la liberté pour nous et dans la sécurité pour les gens que nous aimons. Vous voyez par exemple ces gens qui font du ski hors piste, il y en a peut-être parmi vous, ils font du ski hors piste pour eux, au plaisir de la liberté qu'ils en retirent. La plupart d'entre eux disent « je ne veux pas que mes enfants en fassent, c'est beaucoup trop dangereux ». Certains même déconseillent à leurs conjoints d'en faire parce que c'est dangereux. Liberté pour nous, sécurité pour ceux qu'on aime. Sécurité pour ceux qu'on aime, c'est bien toute la logique des structures pour personnes âgées. Au fond, on dit les personnes âgées sont abandonnées par les familles, c'est faux. Il y a toujours 5 à 10% de familles très dysfonctionnelles et parfois de personnes âgées qui ont été dysfonctionnelles quand elles étaient jeunes, mais dans l'immense majorité des cas, les enfants aiment leurs parents. La France n'aime pas ses vieux, la société n'aime pas ses vieux, mais chaque Français, globalement, aime ses vieux. Et donc, ce n'est pas par manque d'amour que l'on veut la sécurité pour nos parents ou nos grands-parents, c'est précisément par amour. Mais le problème fondamental, c'est que cet amour est un amour qui enferme et donc on est dans une sécurité pour l'autre et ce qui est assigné aux établissements pour personnes âgées, y compris par la législation, par le droit, par les lois ou par les décrets et encore plus par les arrêtés et les circulaires, c'est une injonction de sécurité dans précisément des établissements où les gens sont les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui sont les plus susceptibles de mourir. Alors, pendant cette crise, il y a eu clairement des établissements totalement hors jeu. Certains établissements, mais aussi des responsables de la profession, disaient au début de la crise, et c'est ça qui nous a fait réagir, nous ferons des établissements, des citadelles dans lesquelles le virus n'entrera pas. Quand on fait des citadelles en société démocratique, c'est qu'on ressort, qu'on sort de la société démocratique. Même s'il y avait des raisons objectives, ça a été dit par mes prédécesseurs d'avoir peur, dire en société démocratique qu'on fait des citadelles, c'est sortir du jeu démocratique. Et ça montre bien à quel point dans ce milieu, déjà très sécuritaire, la crise a été une occasion d'hyper-sécuriser encore plus ce qui est déjà trop sécurisé. Ensuite, en dehors de ces établissements qui clairement se sont placés, je dirais, en dehors de la démocratie, il y a eu une minorité, mais réelle, d'établissements qui étaient englués par la peur. Alors, n'oublions pas que cette peur, elle avait aussi un support. Au début de la crise, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de masque. Et il a été raconté tout à l'heure, je crois par Marc Dupont, comment à l'hôpital, quelqu'un a pu arriver à son corps défendant et transmettre le virus à une dizaine de personnes. Mais cette logique sécuritaire, elle a été décuplée parce qu'elle naissait, elle se développait sur un terreau sécuritaire. Alors, pour conclure, faut-il légiférer, mesdames et messieurs les sénateurs? Oui, incontestablement. Mais ce que nous pensons, c'est qu'il ne faut pas légiférer que pour la prochaine crise, il faut légiférer pour tous les jours. Et en fait, ce que nous pensons, c'est que l'anomalie des établissements pour personnes âgées, c'est précisément que ce sont des établissements. Songez que dans la première crise, les seuls Français aujourd'hui poursuivis sont des ministres et des directeurs d'établissements pour personnes âgées. Pensez que pendant la crise de la canicule, 15 000 morts, le seul Français qui a été poursuivi par la justice, c'était un directeur d'établissement pour personnes âgées. C'est-à-dire des directeurs qui sont poursuivis parce que dans la structure qu'ils dirigent, des gens sont décédés. Mais aucun maire, aucun président de département, fort heureusement, et aucun président de région ne sont poursuivis parce qu'il y a eu des morts sur le territoire qu'ils administrent. En fait, cette logique d'établissement qui rend responsable un directeur et aussi son équipe, le directeur n'est jamais seul, le médecin et ses équipes, est un système qui fait que dès lors qu'il y a un risque juridique, et ce risque il est vécu très fortement par l'ensemble de la profession,
Dès lors qu'il y a un risque juridique, inévitablement, cela développe des volontés par peur de protéger, de faire qu'il n'y ait pas de mort dans un secteur où c'est au sens philosophique une aporie, c'est-à-dire une impasse de l'esprit, parce que nous ne sommes pas dans des écoles maternelles où les jeunes enfants ont des probabilités très faibles de mourir. Nous sommes précisément dans des établissements qui accueillent des personnes qui sont très âgées et qui donc sont en probabilité de mourir prochainement. Donc, en conclusion, transformons les établissements en domiciles regroupés. C'est ce qu'ont fait les Danois et c'est certainement le pays le plus avancé en matière de protection des personnes âgées. Et faisons en sorte qu'en devenant des domiciles, ces établissements, ça a été dit par certains de mes prédécesseurs, soient de vrais habitats, de vrais lieux de vie, dans le droit commun. Et vous verrez que les difficultés que nous avons rencontrées dans la crise avec les établissements, nous ne les rencontrerons plus du tout de la même façon. Je conclus d'un mot. Les résidences services seniors, les résidences autonomie, c'est un petit peu moins que 7000 établissements pour personnes âgées. C'est de l'ordre de 5000, mais tout de même, ça n'est pas rien. Nous n'en avons absolument pas entendu parler pendant cette crise parce qu'ils ont un statut d'établissement. Donc, pour conclure définitivement, on peut reprendre l'immense majorité, quasiment la totalité des propositions de la défenseure des droits, y compris celle qui dit qu'il faut mettre un ratio minimum de professionnels dans les établissements et j'ajouterais, mais c'est un autre débat, aussi dans les services à domicile. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, merci à vous cinq pour ces propos qui vont lancer les questions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de sénateurs. On va faire un groupe de 5. Si, comme il y a 5 intervenants, si les collègues peuvent à peu près cibler la personne oui, non, être concis, oui, mais cibler la personne à qui s'adresse la question. Ça peut être plusieurs personnes, mais cibler les personnes à qui vous vous adressez, qu'on n'ait pas 5 réponses à chaque question. Voilà, donc Michel Meunier. Merci Madame la Présidente. Écoutez, les derniers propos par Monsieur Chanvert me rappellent expressément le travail que nous avons fait avec mon collègue Bernard Bonne, puisque nous aussi, nous avons cité l'exemple danois sur une nouvelle prise en charge, ou en tout cas une prise en charge bien différente des personnes âgées dans notre société. Mais là, je n'ai pas le sujet. En tout cas, merci Monsieur Chanvert pour la ferveur de vos propos. Et puis moi, je voulais surtout pas questionner, mais en tout cas revenir sur les propos de M. Xil du début de cette audition, de son point de vue éthique, qui me rappelle fortement l'espace éthique Pays de la Loire de votre collègue Denis Degnaud, qui soulève ce point de cette exacerbation de la situation des EHPAD en particulier, secteur hospitalier sûrement aussi, par la crise, c'est-à-dire l'état dans lequel étaient déjà ces établissements, par leur manque de personnel. Enfin, tout ça, c'est d'une banalité, puisque d'autres, des rapports El Khomri, qui ont pointé tous ces manques. Et donc, la crise a mis en évidence ce terrain un peu fertile pour la maltraitance des personnes, pour aller vite. Hein. Et c'est vrai que quand on pense qu'il faut plus de temps, qu'il faut un accompagnement individuel à une résidente pour des soins de nursing, pour son alimentation, pour son déplacement. Évidemment, quand on a de crise, tout ça est encore une fois donc mis en avant. Alors, c'est paradoxal parce qu'on se rappelle tous de l'image de Morissette, hein, vous vous souvenez, qui a été la première Française à se faire vacciner en décembre, et puis toutes celles et tous ceux qui ont suivi, puisqu'il y a eu un taux très important de vacciner dans les EHPAD. Mais pourquoi au final ? Puisque les restrictions sont importantes, les protocoles de visite sont parfois toxiques, hein, moi j'emploie le mot pour les relations et l'état de relation entre la famille et le résident. Et donc tout ça, en fait, pourquoi vacciner ? Pourquoi avoir fait toute cette campagne réussie de vaccination pour maintenir les restrictions ? Alors, ma question, elle est un peu simple et un peu caricaturale. Est-ce qu'il faut une loi pour maintenir
les droits de visite, ou est-ce qu'il faut donner aux établissements les moyens d'intégrer dans leur accueil les visites qui font partie de la vie des hôpitaux, enfin de la charte et des EHPAD également. Donc voilà, moi je serais plutôt pour, mais vous le savez, avoir une loi autonomie et grand âge qui donne les moyens aux structures, aux domiciles et aux services qui gèrent les personnes âgées d'exercer la démocratie sanitaire qui manque considérablement en France. Merci. Alain Milon. Déjà. Oui, merci Madame la Présidente. Le début de mon intervention va choquer la dernière personne qui est intervenue. Je dois dire que malgré mon âge, et bien que je sois au Sénat, je vais avoir un discours de dominant. Je veux dire par là que je rejoins un peu Madame Meunier sur le fait que tout ce qui a été fait pendant cette crise a été bien fait, mais insuffisamment fait par faute de moyens, par faute de personnel. Et s'il n'y a pas de moyens, pas de personnel, c'est bien parce que le Parlement et les gouvernements successifs ont voté des Ondam qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il fallait faire, quels que soient les parlements, et quelles que soient les majorités, et quels que soient les gouvernements en place. Donc nous sommes tous un peu, on est d'accord Laurence là-dessus, nous sommes tous un peu fautifs. Oui, mais je te remarquerai que, en ce qui me concerne, je n'ai pas souvent voté les PLFSS. Et donc, je voudrais revenir, moi, sur une phrase. Je rejoins complètement ce qu'a dit le professeur Cécile Manawil. Excusez-moi si je prononce mal votre nom, madame, mais je vous rejoins complètement. Et je voudrais juste, sans poser de questions, citer une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai retrouvée parce que je ne la connais pas par cœur. Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblante. C'est Montesquieu qui disait ça. Alors, ne changez pas systématiquement toutes les lois parce que les circonstances font que. Vérifiez bien que si vous touchez la loi, vous y mettez à côté les moyens nécessaires pour qu'elle puisse être appliquée. Merci. Très bien, donc c'était plus une observation qu'une question. Laurence Cohen. Oui, moi je vais continuer en fait dans la même philosophie que Michel Meunier et Alain Milon, parce que effectivement, moi je suis très dubitative sur le fait de légiférer ou pas. Je le dis, donc j'attends aussi cette audition comme pouvant justement dissiper mes doutes en réalité. Pourquoi ? Parce que je trouve que effectivement, il y a, on le voit au niveau de notre système de santé, un manque de moyens criant. Ça, vous ne serez pas étonnés parce qu'au niveau de mon groupe avec Katia Pourceau, Poli, on le défend tout le temps. Mais je pense aussi qu'il y a une histoire de conception et notamment de la prise en charge des personnes âgées. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, parmi d'autres choses, mais durant cette crise, c'est que les personnes vivant en EHPAD, tout à coup, sont devenues des personnes privées de leurs droits, et je trouve qu'ils ont été... C'est comme si finalement on considérait ces personnes, ces pensionnaires, comme des gens mineurs. Et je trouve qu'on a à réfléchir entre protéger, mais en préservant la liberté. Je trouve qu'on a retiré toute liberté de pouvoir choisir d'avoir ou pas des visites. On leur a dit c'est comme ça et on les a totalement isolés. Et je crois que c'est Monsieur Frémont d'ailleurs qui a dit qu'on avait assisté, et nous on l'a constaté sur nos territoires et puis lors des auditions, on a constaté effectivement des glissements, des syndromes de glissement et des gens qui se sont laissés mourir. Ils ne sont pas morts de la Covid, ils sont morts de tristesse, de solitude, etc. Et ça a impacté ces patients, mais ça a impacté les personnels aussi, parce qu'ils ont assisté impuissants à ça.
Donc, voilà. Et comment on légifère dans ce contexte-là, en préservant quand même à la fois la possibilité pour les établissements d'avoir une certaine latitude aussi. Donc, comment on fait pour faire en sorte que effectivement il y ait l'égalité qui règne au niveau de l'ensemble du territoire? Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur Frémont, il n'y a pas d'égalité. Hein, c'est suivant l'établissement, suivant le territoire, etc. Il y a des règles totalement différentes, des protocoles qui sont extrêmement pesants. Et donc, comment on arrive à concilier tout ça? Moi, c'est ça qui me pose problème dans le cadre d'une loi. Comment on arrive à concilier les choses? Et puis, je me pose une autre question, c'est qu'il y a effectivement la situation des EHPAD, et puis il y a les établissements, la situation des établissements de santé. Et là encore, je pense que c'est toute une autre problématique. Aujourd'hui, alors là, je demande aux collègues qui en plus sont médecins, qui ont peut-être une connaissance plus pointue là-dessus. Il me semble qu'aujourd'hui, dans les établissements hospitaliers, hors crise, on a le droit, quand on a le droit de signer une décharge, par exemple, si on veut quitter l'établissement hospitalier. Mais quid de la période de Covid? Quand on entend des témoignages, et on en a eu aussi lors de nos permanences, de gens qui n'ont pas pu, de familles qui n'ont pas pu, malgré leur demande, aller voir leur mari, leur frère, leur père, etc., qui étaient hospitalisés pour Covid. Là, il n'y a pas eu de possibilité, y compris pour les patients, qui avaient tout leur sens de pouvoir signer des décharges. Donc c'est quoi voilà. Donc moi je me pose ces questions-là et je me dis, est-ce que c'est par la loi ou finalement non. Donc voilà, je suis désolée, je ne fais pas avancer les choses, mais je pense que l'audition peut peut-être nous éclairer. Et je peux avoir des réponses à ces questions, mais c'est surtout maintenir quand même la liberté des patients, parce que comme l'a dit la défenseure des droits, il y a eu des entailles absolument terrifiantes. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Il y a à la fois la visite dans les EHPAD de personnes on interdit les visites pour ne pas contaminer l'intérieur de l'EHPAD et les résidents mais il y a quand même ce point très particulier que vous avez fort bien décrit, Monsieur Frémont, qui est celui de ces gens qui ont été privés même de dire un dernier adieu à la personne décédée. Et on le connaît tous, des gens qui, surtout au début de la pandémie, où la personne est décédée, personne ne l'a revue. Ça, il y a quand même. Alors, est-ce que c'est un problème de loi? Est-ce que c'est un problème je ne sais quoi? Mais enfin, ça s'est quand même produit. À un moment, il faut trouver une solution. Parce que là, on est dans l'inhumanité totale. Je veux dire, ce que vous décrivez est absolument cauchemardesque. Et on se demande comment on peut accepter, quand on sait qu'une fois que la personne est décédée, il y avait des possibilités quand même, sans prendre de risques énormes, que les gens puissent être vus. Alors ça, je ne sais pas. On aura ce débat lorsque les textes arriveront. On aura sans doute le débat lorsque le texte sur l'urgence va arriver. Bon, en effet, si on doit amener des amendements concernant ça. Et c'est un panel assez large que celui qu'on évoque ce matin, parce que ça va de la visite, des visites qui ont été restreintes, de personnes qui se sont fait verbaliser parce qu'ils étaient à la fenêtre pour parler à leur mari à travers la fenêtre de l'EHPAD. Il y a eu des tas de cas, mais il y a quand même ce point très particulier des derniers instants où là, il faut à mon sens trouver une solution. Est-ce qu'elle se passe par la loi, est-ce qu'elle passe par autre chose? Ça, nos débats le diront. Jocelyne Guidez. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, ma question va s'adresser à Madame Cécile Manouil. Vous avez évoqué, et je vous en remercie en tous les cas, les établissements qui accueillent des personnes handicapées. Je pense en effet que les abus ont été aussi dans ces centres-là, certainement par manque de personnel, mais j'ai aussi des protocoles trop pesants, aussi bien pour les aidants que pour les personnes qui étaient accueillies. Ma question est celle-ci. Ne croyez-vous pas que de mettre un directeur pour 3 établissements, ce n'est pas trop? Je pense qu'aujourd'hui, quand il y a un seul directeur, la difficulté, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ces établissements, puisque ce sont des chefs de service
qui y sont. Je vais vous dire que j'ai reçu de nombreux courriers par rapport à cela. Voilà, c'est vraiment ma question. Est-ce que un directeur pour 3 établissements, c'est pas trop? Merci. Trop peu, oui, c'est ça, trop peu. Trop peu, trop peu, trop peu. Bernard Jomier, Bernard Jomier. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos intervenants. Je voudrais remercier Monsieur Frémont pour son témoignage parce que je sais que c'est pas facile de venir parler de sa situation personnelle, que c'est émouvant et c'est révoltant surtout. Et d'ailleurs, je pense visiblement un peu comme Catherine Deroche que peut-être que ce à quoi vous avez été confronté, c'est à l'abolition du principe d'humanité. Et je ne sais pas s'il y a une loi pour empêcher ça. Par contre, je sais qu'il y a des régulations. Il y a des régulations des professions de santé qui visent à justement mettre des limites. Et je ne sais pas si vous avez saisi très clairement l'ordre des médecins, dont on aimerait qu'ils soient particulièrement actifs dans ce cas-là pour faire respecter ce qui est ce principe d'humanité et inscrit malgré tout dans des textes législatifs, puisque dans le code de déontologie notamment. Mais ça va être ma première question. Ceci dit, moi, je ne perçois pas. Je fais la différence entre les hôpitaux, qui sont des lieux de soins, on séjourne transitoirement, et les EHPAD, qui sont des lieux de vie. Pour ce qui est des hôpitaux, est-ce que le problème se pose avec la même acuité, au-delà de dérives comme celle, Monsieur Frémont, que vous nous avez rapportées, mais est-ce que ces dérives restent limitées? Ou est-ce qu'il y a vraiment une question, on va dire, d'ordre général qu'il faut régler par un dispositif qui peut être la loi en l'occurrence? C'est une question à laquelle moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Parce que j'ai constaté par moi-même d'ailleurs, que beaucoup de soignants n'appliquaient pas ces protocoles pour des raisons d'humanité et ont permis aux gens de venir voir leurs proches. Et ça a été un comportement, heureusement, répandu aussi dans nos établissements de soins. Donc, est-ce qu'il y a une question dans les hôpitaux qui se pose? Je ne sais pas d'ailleurs qui d'entre vous pourrait répondre. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Ma deuxième question, elle pose sur la question là, des EHPAD. Pourquoi est-ce que des dispositifs limitatifs de liberté qui étaient compréhensibles au début de crise, parce qu'il fallait sauver des vies. Je sais que c'est plus très à la mode de sauver des vies dans la gestion de l'épidémie, mais il fallait sauver des vies. Et donc, partout dans toute la société, des restrictions de liberté ont été apposées. À quel moment on a basculé à cet instant où, comme le rappelait Michel, au fond, il n'y a plus vraiment de légitimité à la restriction de liberté, et pourtant elle continue. Et pourquoi est-ce qu'on s'habitue à cette restriction de liberté? Peut-être ça fait écho aux propos de M. Chanvert, d'ailleurs, sur cette espèce d'arbitrage qu'on connaît bien, de balance qu'on connaît bien entre la sécurité et la liberté. Et peut-être qu'on finit par s'habituer, à force de rechercher un risque zéro, à accepter que nos libertés soient structurellement entachées. Je ne sais pas, mais il y a une vraie question. La troisième question que j'ai, c'est est-ce qu'au fond, concernant les EHPAD, cette crise, ce qu'elle nous raconte, c'est que ce modèle de prise en charge de nos personnes âgées, qu'on concentre dans des lieux, n'est pas un peu, je ne sais pas s'il faut dire à bout de souffle, mais en tout cas finit pas par être contre-productif. Et on a assisté tous, ces dernières années, enfin on peut dire plus de 10 ans même, à un mouvement de concentration qui s'est accru, puisque tous les élus locaux connaissent ça. Quand il faut construire un EHPAD, ah bah oui, mais 60 places, c'est pas assez rentable, on peut pas. Il en faut 100, 120 en dessous, vous comprenez, le foncier, machin, etc. Voilà. Et à l'arrivée, on visse en même temps les frais de personnel. 11% seulement des EHPAD ont une infirmière la nuit, on sait bien. Donc parler de soins palliatifs, d'ailleurs, on en parlera après, devient une plaisanterie, etc. Mais est-ce que, au fond, et moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus, est-ce qu'on ne doit pas revisiter de façon plus profonde, et ce qui va nous interroger tous personnellement pour le coup, ce modèle de concentration des personnes âgées dans un même lieu?
Annick Jacquemet. Oui, c'était le rapport de Bernard Bonne et M. Meunier. Annick Jacquemet. Oui, merci Madame la Présidente. Déjà, je voulais remercier les intervenants. Ils ont mis des paroles finalement et confirmé ce que nous entendons tous sur le terrain. Et on les a entendus avec une certaine émotion, je dois le dire. Alors, merci pour vos analyses, vos propositions, même si nous sommes tous un peu dans le doute sur ce qu'il faut faire, avec une forte envie de trouver des solutions. Moi, j'ai deux questions à poser ou deux témoignages à faire. Déjà, je me demande pourquoi est-ce qu'on pénalise l'accès des proches en période sanitaire, notamment s'ils sont vaccinés, alors qu'on n'oblige toujours pas les soignants à se faire vacciner. Il me semble qu'il y a quelque chose d'illogique dans cette situation-là. Et puis, j'aurais une autre remarque à faire. Là, on a beaucoup parlé de l'accès des proches aux établissements pendant la crise sanitaire. Mais inversement, j'ai des remontées ça s'est passé pour le week-end de Pâques notamment, mais il y en a eu d'autres. Une résidente vaccinée de 94 ans qui devait rejoindre ses enfants vaccinés eux aussi. Et on lui a imposé à son retour un isolement complet de 8 jours. Alors là aussi, il me semble c'est complètement illogique. Et c'est des situations, je pense, qu'il faudrait prendre en compte aussi si on propose une modification des règlements ou je ne sais quoi. Parce que sinon, on peut se demander à quoi bon vacciner si ça ne donne pas un petit peu plus de liberté. Voilà les deux remarques que je souhaitais faire. Merci bien. On va s'arrêter là pour commencer les réponses. On aura ensuite merci s'il vous plaît. On aura ensuite six collègues qui interviendront également. Donc peut-être Madame Manoil sur les problèmes la question de Jocelyne Guidet sur les établissements accueillant des personnes handicapées et la notion d'un directeur pour 3. Alors, c'est pas l'objet. Oui, merci Madame. C'est pas l'objet des PPL, mais de toute façon, plus il y a de personnel, on se dit mieux ce sera. Mais là, moi, je voulais rebondir sur le fait qu'on disait est-ce qu'il faut une loi ou pas? Et on sait très bien que le fait d'instaurer des droits dans la loi, ça ne suffit pas s'il n'y a pas les moyens derrière, et puis il n'y a pas non plus de sanctions derrière. Concrètement, on peut faire le parallèle avec l'accès au dossier du patient. Depuis la loi du 4 mars 2002, tous les patients ont accès à leur dossier médical. N'empêche que dans le rapport du défenseur des droits, etc., on voit que régulièrement, c'est pas si simple que ça, et que bientôt 20 ans après la loi Kouchner, il y a encore des difficultés dans certains établissements pour avoir accès au dossier. Si demain, on instaure par la loi un droit de visite hebdomadaire, ce sera pas toujours si simple, et donc il faut de la souplesse aussi, et il faut donner le risque de le noter dans la loi pour les établissements de santé, c'est que ça entraîne des procédures pesantes. Et il faut toujours laisser un peu de souplesse. Ça a été évoqué. Heureusement que oui, il y a des médecins qui ont laissé des personnes venir. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de souplesse, justement, dans dans les établissements de santé aujourd'hui. Les visites sont encore très restreintes, mais notamment dans les services de cancérologie, les visites sont autorisées. Alors parfois, c'est une seule personne qui peut venir, mais il y a une personne qui est autorisée à venir. Dans les services de soins palliatifs, et puis dans les derniers jours, quand on considère que c'est les derniers jours de vie et en fin de vie, il y a des médecins qui autorisent à venir, et tant mieux qu'il y ait de la souplesse. De dire, et juste un mot encore pour répondre, il avait été évoqué l'ordre des médecins. Alors justement, moi je suis médecin et je vois quand même beaucoup de procédures pour faire des expertises, etc., contre les médecins, et faire des recours au niveau du Conseil de l'ordre si demain on instaure le droit de visite dans la loi et également dans la déontologie médicale, faire des recours au niveau du Conseil de l'ordre pour ça. Je ne suis pas sûre que ça résout grand-chose. Concrètement, à l'hôpital, le médecin hospitalier
qui a refusé la visite, il dira le protocole, c'est le directeur d'établissement qui l'a fait. Hein. Le directeur d'établissement, il se réfugiera sur des consignes de sécurité et comme toujours, on est sur un équilibre entre la sécurité et puis la liberté. Voilà. Alors, et juste un mot, il a été évoqué des décharges. C'est pas des décharges, hein, c'est des sorties contre avis médical. C'est toujours possible. On peut sortir de l'hôpital à tout moment, à part quand on est hospitalisé sous contrainte en psychiatrie. Mais hors de ça, on peut sortir en signant une sortie contre avis médical. Ça reste possible avec un texte quand même. Hein, c'est l'article L3131-1 du Code de la santé publique qui prévoit que le préfet, sur des maladies infectieuses, justement, puisse imposer un suivi médical. Mais sinon, on peut sortir contre avis médical, oui. Pour compléter, puisque vous êtes beaucoup dans le procédure, contentieux, votre avis sur l'obligation vaccinale des soignants? Des soignants? Alors moi, je suis pour. Moi, je pense qu'effectivement, ça me choque énormément que dans les EHPAD, il y ait un taux de vaccination qui soit plus élevé chez les résidents que chez les soignants. Et on sait que chez les soignants, plus on descend dans la hiérarchie, même si les aides-soins sont moins vaccinés que les infirmières et les infirmières sont moins vaccinées que les médecins. Moi, je suis pour une obligation de vaccination, mais c'est toujours compliqué aussi parce que faites le parallèle avec la grippe. Pour la grippe, ça avait été introduit dans la loi et ensuite ça a été suspendu. Donc aujourd'hui, la grippe, elle est notée dans la loi, mais il y a une suspension. Donc, alors pourquoi mais oui, moi je suis pour la vaccination obligatoire des soignants contre la Covid. Très bien. Monsieur Frémont, vous pouvez peut-être répondre sur, par rapport à la question de Bernard Jomier, puisque vous dites que vous avez un nombre important de témoignages, quel est un peu le type de témoignage, si vous pouvez les classer rapidement, et en quoi, en effet, la loi vous apparaît importante par rapport à ce que vous avez pu vivre? Si vous voulez, un témoignage reçu hier soir au CHU de Poitiers. En ce moment, mon père est hospitalisé pour cancer de l'œsophage. À ce jour, seule ma mère voit mon père un jour sur deux. Nous, les enfants, n'avons aucun droit de visite. Je ne sais pas comment faire pour avoir ce droit de visite. Mon souhait le plus cher était d'accompagner mon père dans les derniers moments de sa vie. Je suis en colère et scandalisé. Et si vous voulez, ça, on en reçoit vraiment des dizaines tous les jours. Et peut-être que ce témoignage n'est pas représentatif, mais surtout, on a vraiment l'impression que les personnes sont totalement désemparées, parce que justement, le droit n'est pas assez clair, qu'il reste flou, qu'il n'y a jamais eu de recommandation sur le sujet. Donc c'est pour ça que ça me semble utile de au moins rappeler le principe et de sortir de ce flou juridique, sachant que on n'a pas des vaccins pour les EHPAD, mais pour les établissements de santé, on a quand même les tests. En ce qui me concerne, on était en novembre, nous-mêmes étions testés négatifs, mon père aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qui justifie l'interdiction de visite? Et donc voilà, les témoignages que nous recevons sont vraiment très divers. Hein. Ils recouvrent des situations très variées, mais ce qui ressort avant tout, c'est que les gens sont dévastés. On a des gens, si vous voulez, là, plus d'un an après, une dame qui n'a pas pu voir son père avant sa mort. Je cherche papa dans toutes les silhouettes d'hommes que je croise. On ne sait jamais. S'il n'était pas mort, s'il s'était trompé, comment être sûr? On ne l'a pas vu. Il aurait été mis dans une housse, même pas habillé. Personne de l'hôpital ne nous a jamais appelés. Il est mort et voilà, c'est tout. Notre boulot s'arrête là. Où est l'humanité? Et les dégâts, le traumatisme sur la société est considérable. Donc c'est pour ça que j'entends tout à fait vos débats. Je pense qu'aujourd'hui le pouvoir qui est laissé au directeur d'établissement, et d'ailleurs Madame parlait des contentieux contre les soignants, non, le pouvoir de police reste aux mains des directeurs d'établissement. Donc ce serait des contentieux qui s'adresseraient, qui seraient à l'encontre des directions. Eh bien, ce pouvoir est aujourd'hui arbitraire et donc il conviendrait. Je comprends tout à fait que pour des motifs d'ordre public, des motifs sanitaires, on puisse restreindre les visites, dans des contextes particuliers, mais il faut finalement encadrer ce pouvoir de restriction et le clarifier pour sortir de l'arbitraire, de ces situations qui sont disproportionnées et inégalitaires. Et pour ce qui est du dialogue avec l'ordre des médecins,
on est déjà en contact avec notamment les fédérations et évidemment que c'est avant tout une question de moyens humains et matériels et de protocoles. D'ailleurs, on en propose, hein, on travaille avec des soignants, mais je pense qu'avant tout, il faut quand même réaffirmer le principe et l'inscrire comme un droit fondamental pour les patients. Très bien. Monsieur Gilles, vous avez des choses à rajouter, et puis on verra avec Monsieur Chambert peut-être par rapport au modèle de l'EHPAD. J'ai peut-être 4 points très rapides. La première, c'est comme le disait Madame Meunier, effectivement, la crise a accentué des difficultés qui étaient déjà présentes et on peut difficilement, et beaucoup de répondants nous l'ont dit, on peut difficilement accompagner dignement et humainement sans personnel en nombre suffisant, formé, compétent, etc. Donc ça, c'est sans quoi, et si on occulte cette question des moyens, on culpabilise les professionnels et c'est vraiment doublement injuste. Ensuite, je suis d'accord qu'il y a des situations abusives qui perdurent, y compris alors que beaucoup de personnes sont vaccinées. Et en même temps, ce qui nous frappe, ce sont des différences extrêmement importantes. Et moi, je ne voudrais pas qu'on ressorte de cette audition avec le sentiment que les EHPAD, c'est une situation, les hôpitaux, c'est différent. Je suis actuellement en immersion dans un service de réanimation où les visites des familles ont été maintenues, alors que dans la quasi-totalité de l'hôpital, elles ne sont pas possibles parce qu'il y a du personnel pour les accueillir et parce que l'équipe considère que c'est extrêmement important. Et donc, ce qui questionne, c'est comment on arriverait à mettre en rapport des gens qui font différemment pour montrer à ceux qui pensent que c'est impossible qu'ils pourraient le faire. Ensuite, effectivement, les résidents des EHPAD sont parfois considérés comme des mineurs et parfois pire. Je partage ce sentiment et en même temps, ce n'est pas le cas partout et je pense qu'il y a des endroits, on en a beaucoup d'exemples nous, où les résidents, les familles sont informés en amont, consultés, associés aux décisions, y compris aux décisions pendant la crise, aux modalités de la vaccination, aux modalités du déconfinement. Et là, il y a vraiment un point à suivre. Alors sur est-ce que c'est de la loi ou pas de la loi? Moi, il y a 3 points qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est ce que vous avez dit sur les droits des aidants, le droit des proches, le droit des aidants, qu'on appelle les aidants informels, mais la reconnaissance des droits des proches au sens très large, mais y compris dans les relations avec les équipes. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le Parlement a déjà porté, a déjà accentué, et on peut encore, dans cette lignée-là, sans doute progresser. La deuxième sujet, c'est les possibilités de recours quand vous êtes, comme Laurent Frémont, mais comme beaucoup d'autres gens qui se tournent vers nous, il y a des recours, mais dans la pratique, ils sont très difficiles à mettre en œuvre de manière rapide et efficace pour faire évoluer les situations. Comment, vers quel tiers se tourner pour débloquer sans aller nécessairement au conflit et à la mise en cause juridique des situations bloquées. Et troisièmement, je pense qu'il faut des repères et votre Assemblée, elle en donne et c'est sa mission probablement d'en donner. Et moi, je suis gêné par le fait qu'on continue d'opposer sécurité et liberté. On est dans un pays où la sécurité est au service de la liberté. Et donc, plutôt que en permanence de se demander où on va placer le curseur entre les deux, c'est une manière de les opposer. Je pense qu'il faut... Et ça, beaucoup de directeurs d'EHPAD, mais de résidence au service et de résidence autonomie aussi nous l'ont demandé. Ils ont dit on a besoin d'un message sur c'est quoi la philosophie, le cadre de valeurs dans lequel on se place. Et si on met toutes les valeurs sur le même plan, c'est à eux d'arbitrer en permanence et ils n'y arrivent pas. Et je pense que réaffirmer fortement que la protection de la sécurité, la protection des personnes, elle est au service d'une liberté et des libertés, je pense que ce serait un message très très fort à adresser et qui remettrait de la clarté au plan des normes et des valeurs. Merci beaucoup. Monsieur Dupont, si vous souhaitez ajouter par rapport aux questions déjà posées, il faut ouvrir votre micro. Je ne vous entends pas, Monsieur Dupont. Il faut ouvrir votre micro. Oui, voilà, c'est bon. 2, 3 choses. Encore une fois, j'insiste sur le fait que la question d'une loi sur le droit de visite, ça répondrait essentiellement à une question pour une période de crise, parce que je pense qu'en temps normal, vraiment, les choses se passent de façon, je pense, satisfaisante. La seconde chose, c'est par rapport, Mme Manaouil a parlé de l'équilibre entre sécurité et liberté. Je pense qu'effectivement, la notion d'équilibre est importante. Et désolé, je vais revenir à une approche personnelle. Moi aussi, j'ai une vieille mère dans un établissement.
Et pendant toute la période de la crise, j'étais partagé entre l'envie de la voir, et son envie à elle de me voir, et aussi la grande crainte d'être coupable pendant tout le reste de ma vie du fait que j'aurais pu la contaminer. Donc je pense que c'est quand même pas simple dans cette période de trouver cet équilibre, et je veux dire que même chacun dans sa propre expérience personnelle peut être en difficulté au-delà de la difficulté que peut rencontrer l'établissement pour gérer ce type de situation. La troisième chose, il y a le droit de visite. À mon avis, ça se rapporte à un droit plus général, d'ailleurs, qui est celui qu'on reprend au contentieux lorsqu'il y a du contentieux, c'est-à-dire c'est le droit de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à des relations familiales normales ou des relations sociales, le droit des relations sociales. Par exemple, la question qu'on a eue à l'assistance publique, c'était bien sûr que les familles puissent venir, mais aussi pour les gens qui n'ont pas de famille, d'avoir les bénévoles qui viennent les visiter. Donc, des fois, ça dépasse aussi le cercle purement familial ou des proches. En fait, dernière chose, il y a sûrement un sujet sur les derniers instants. Je pense que c'est sûr que là, s'il y a un droit peut-être fondamental, c'est bien effectivement de voir les personnes dans ces derniers moments. Et ça, je pense d'ailleurs que c'était, dans l'expérience qu'on a eue dans nos hôpitaux à Paris, c'est très rapidement, puis le CCNE est intervenu là-dessus aussi. Enfin, c'est vraiment un point qui a été très important tout de suite que d'avoir ce droit de pouvoir voir la personne avant sa mort. Puis encore une dernière chose, on parle beaucoup du directeur. C'est certes, il y avait des protocoles, il y a eu des textes, mais c'est vrai que le droit de visite, il est beaucoup géré en fait par les équipes médicales, par les responsables médicaux, par les cadres. Enfin, il y a eu beaucoup de prise en compte des situations individuelles au cas par cas pour trouver des solutions. Merci. Voilà. Monsieur Champfer, peut-être un petit mot sur l'EHPAD. Est-ce encore un modèle ? Certainement pas pour nous. Peut-être quelques mots rapides, d'abord pour dire à Madame Monnier que nous nous retrouvons dans beaucoup des propositions qu'elle a fait dans son rapport avec Monsieur Beaune, notamment évidemment sur le manque de moyens, ce qui rejoint les questions de Monsieur Milon et de Madame Cohen, et aussi de Madame Guittès, parce que la diminution du nombre de directeurs et le regroupement d'établissements, ça a été aussi un des éléments de réponse à ce manque de moyens. Autre élément, sur la question de légiférer. En fait, la question, c'est pas tellement d'intégrer des lois nouvelles dans l'établissement, c'est d'intégrer les établissements dans les lois communes. Et de ce point de vue, c'est pas très loin de la philosophie qu'évoquait M. Milon. C'est pas légiférer pour légiférer et légiférer, c'est dire simplement les établissements pour personnes âgées aujourd'hui. On pourrait sans doute dire la même chose des établissements pour personnes handicapées, mais c'est absolument pas le sujet que je connais, donc je ne me permettrai pas d'en parler. Mais les établissements pour personnes âgées sont des exceptions au droit commun, et en cela, ils n'ont plus de sens. Et j'avais bien en tête l'exemple danois aussi, cité par Madame Monnier et Monsieur Beaune. Et quand Madame Cohen dit ils sont souvent considérés comme des mineurs, oui, c'est vrai, mais je dirais par la société, par les textes. Alors, Fabrice Zil a parfaitement raison, pas partout bien sûr, et à l'ADEPA, nous militons pour que nos adhérents et les autres directeurs agissent pour que soit complètement reconnue la parole des personnes, mais parfois il faut agir contre la société. Et quand on est un jeune directeur, quand on a des difficultés dans son établissement, quand on est une équipe fragile, quand il y a des médecins qui sont très sécuritaires ou des équipes très sécuritaires, on ne peut pas faire cela. Et donc, malheureusement, c'est l'hypersécuritaire qui domine. Et pour répondre à Monsieur Jaumier et Madame Jacquemet, vous avez parfaitement raison. Il n'y a plus aucune raison pour qu'il continue à y avoir des restrictions à la vie et aux visites dans les établissements pour personnes âgées aujourd'hui, puisque ces structures sont, pour une fois, plus en avance que le reste de la société, puisque c'est là où sont tous les gens vaccinés ou presque. Et bien entendu, nous, ce que nous demandons à la ministre, c'est de réformer en profondeur le protocole du mois de mars, qui a été improprement appelé protocole de déconfinement parce qu'il comporte encore beaucoup d'éléments qui vont dans le sens des restrictions. Et à part les établissements où il y a des foyers épidémiques pour lesquels on peut comprendre qu'il y a un protocole, pour tous les autres, il faut supprimer le protocole. Et dernier élément sur l'obligation vaccinale,
le professeur Manaouil l'a très bien dit, moins on est formé, moins on est vacciné. Et moi, je serais nous sommes totalement opposés à l'obligation vaccinale. Nous pensons qu'il faut faire de la pédagogie. Moins on est formé, moins on est vacciné, plus il y a, tous les sociologues le disent, de réticence au vaccin. La réticence au vaccin, c'est souvent une méfiance par rapport au pouvoir public et à l'autorité en général. Donc, si on oblige, on va raviver tous les discours complotistes, et je pense qu'ils sont évidemment moins prégnants chez les directeurs, les médecins, les infirmières, beaucoup plus chez les professionnels peu formés. Je crois au contraire, et nous croyons qu'il faut essayer de convaincre, et on voit bien que le taux de vaccination dans les établissements pour personnes âgées, par exemple, il a considérablement augmenté. Au début de la campagne, il était à peine de 20%. Aujourd'hui, on est à plus de 50% dans certains établissements, à près de 70%. On voit bien que la conviction, c'est aujourd'hui ce qui est le plus efficace. Rendre obligatoire, ça irait à l'encontre de l'objectif. Bien, alors on va attaquer, si je puis dire, la deuxième salve de questions. Nadia Sollogoub. Ah bon, alors, Marie-Pierre Richer. Merci, Présidente. Bien sûr, j'adhère à tous les propos qui ont été tenus. Je voudrais soulever 3 points. Notre commission, tout au long de cette crise Covid, et notamment au mois de mars-avril, autant que je m'en souvienne, nous avons auditionné beaucoup de médecins, d'experts, et notamment les fédérations, que ce soit d'aide à domicile ou autres. Et cette notion de glissement, je parle notamment au niveau des EHPAD, cette notion de glissement qui était déjà pointée du doigt au mois de mai, où on nous expliquait qu'il valait mieux avoir des relations sociales, ce qui paraît évident, que souvent les personnes se laissaient aller et qu'on était sur la nutrition, sur tout ce qui est matériel, en oubliant ce qui était humain. Tout ça, autant que je m'en souvienne, ça a été pointé pratiquement au mois de mai. C'est quand même atterrant de voir qu'un an après, on est encore en train de se poser des questions sur ce risque de glissement. On a beaucoup de familles, moi je le vois, mais comme vous dans nos communes, de familles qui s'interrogent, vous l'avez très bien soulevé, monsieur, aussi, sur le fait qu'on a classé, entre guillemets, le décès de la personne Covid, alors que pour beaucoup, c'était du glissement. Et il faut s'interroger sur les décès dans les EHPAD, le nombre qui a été relevé, si cela relève aussi du Covid ou pas. C'est cette question, il me semble-t-il, que l'on doit se poser. Et puis, dans tous les acteurs aujourd'hui qui interviennent pour la perte d'autonomie, il ne faut pas oublier les résidences autonomie. Certes, il y a les aides à domicile, les EHPAD, mais moi, j'ai des résidences autonomie sur mon département, des associations aujourd'hui qui sont en désarroi parce que les familles ne veulent plus, même dans une résidence autonomie, les familles ne veulent plus mettre leurs parents. Et donc, cette porte entre l'EHPAD et l'aide à domicile risque de se fermer. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, comme l'a très bien dit Bernard Jomier, on s'interroge sur les EHPAD. Et nous, on le voit bien, hein, beaucoup d'EHPAD, beaucoup de familles ne veulent plus mettre leurs parents en EHPAD. Alors tout ça, sans pointer du doigt, je pense qu'il faut faire aussi ressortir tout ce qui a été positif. Moi, j'ai des cas de directeurs d'EHPAD, de présidents de conseil d'administration qui ont pris un peu de largesse, entre guillemets, avec les protocoles. Et ça a été bénéfique parce qu'il y a les familles, mais il y a aussi tous les intervenants dans les EHPAD. Il y a aussi les associations. On a fermé les portes d'un seul coup à toutes ces personnes. Et quand j'ai noté, quand on parle de droit de visite, au-delà du droit de visite, il y a aussi des familles, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, qui se substituent au manque de personnel. Et d'un seul coup, on leur a dit, vous ne devez plus entrer, c'est interdit pour vous. Et ça a été aussi, ça a été très difficile à vivre. Donc, effectivement, il faut s'interroger aussi sur ces protocoles très restrictifs qui font que, comme à chaque fois, on ouvre, et on peut le comprendre, hein, le parapluie, et peut-être faire appel aussi à du bon sens. Enfin, je pense qu'on est tous parents, enfants et vice-versa, et peut-être que remettre un peu de bon sens dans tout ça, ce ne serait pas complètement absurde. Merci. Daniel Chassaing. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, si vous voulez, je veux être quand même assez rapide. Tout ce qui a été dit concernant Monsieur Frémont
qui a perdu son père dans des conditions très douloureuses. Donc, ce qu'a dit Bernard Jaumier, la présidente, mais je suis bien sûr d'accord, c'est peut-être pas en changeant la loi, mais c'est un problème d'humanité. Deuxièmement, effectivement, on n'a pas assez de personnel dans les EHPAD. Ça, ce qu'a dit Alain Millon, c'est vrai depuis très très longtemps, puisque je me rappelle de l'adaptation de la société au vieillissement, où on pensait qu'il allait y avoir des crédits, finalement il n'y en avait pas en 2016. Donc ce qui est demandé, c'est effectivement de doubler les personnels soignants, et ça on demande depuis très longtemps, et c'est absolument indispensable. Bon, j'espère que ça va arriver. Alors moi, en ce qui concerne les restrictions en EHPAD, donc moi je les justifie. Alors, dans beaucoup d'endroits que je connais, les familles ont été associées dans la prise de décision par le directeur, parce que actuellement, on est vacciné, donc ça commence à aller très bien, mais je voudrais vous rappeler qu'il y a un an, c'était une angoisse lorsqu'il y avait une personne âgée qui avait le Covid ou un personnel qui avait le Covid. Il faut se rappeler de ça. On avait une angoisse que toute l'EHPAD soit contaminée avec des décès catastrophiques. Je voudrais donner simplement un exemple. Une dame est revenue de l'hôpital dans mon EHPAD dans le secteur où il y a des démences. Sur 15, eh bien, tout le monde a été contaminé. Donc notre angoisse, c'était que le personnel ne le perpétue pas aux étages et que les familles ne viennent pas pour que toute la maison de retraite, l'EHPAD soit contaminée. Donc, bien sûr, la liberté du patient, mais aussi la liberté de ne pas avoir le Covid. Donc, moi, je pense que dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, ça a été fait non pas pour préserver le directeur, mais pour préserver les pensionnaires. Et ça a été fait aussi avec beaucoup de travail du personnel, un gros travail de personnel pour empêcher les glissements. Voilà ce que je voulais dire. Donc je justifie absolument pendant un certain temps. Maintenant, effectivement, les gens sont vaccinés, mais je justifie l'isolement pendant l'année totalement, pour ne pas avoir la totalité des pensionnaires donc qui seraient contaminés. En ce qui concerne la vaccination, je termine là. Je voudrais rappeler que la vaccination ne supprime pas la contagion totalement. Donc, on peut penser aussi que même s'il y a moins de charge virale au niveau du nez, mais ça ne supprime pas complètement la contagion. Donc, je pense que les personnes, même vaccinées, qui vont à l'extérieur, eh bien, elles doivent, à mon avis, rester quelques jours isolées. Merci. Bien, donc je vous rappelle qu'à 11h, nous devrons terminer l'audition pour l'audition suivante. Katia Poursopoli. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été dites et je ne vais pas revenir pour ma part sur le fait qu'effectivement, nous pensons, Laurence Cohen l'a fort bien dit et d'autres collègues, qu'il y a un manque criant de personnel et dans les EHPAD et dans les hôpitaux et que donc forcément, avec toutes ces difficultés que nous rencontrons quotidiennement et dans les hôpitaux et dans les EHPAD, eh bien, les choses se sont mal déroulées, il faut bien le dire. Et puis, je pense que le manque de visibilité nationale de l'État sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire a évidemment brouillé les pistes, puisque ça a été dit, et je l'ai vécu dans mon département, le Pas-de-Calais, nous avons été durement frappés, nous avons vécu des situations totalement opposées d'une ville à l'autre, et même dans une ville parfois, d'un EHPAD à un autre, ou d'un hôpital à un autre hôpital. Donc, il y a eu évidemment toute la latitude, chacun faisait un peu comme il le pouvait,
dans son EHPAD et dans son hôpital. Et donc, eh bien, ça a créé beaucoup de confusion. C'est évident que quand il n'y a pas de directive nationale de la part de l'État, chacun fait comme il le veut ou comme il le peut. Parce que je rappelle quand même que nombre de personnels sont venus nous voir agressés parfois par les familles qui voulaient voir leurs proches, et c'est normal et légitime. Mais en tous les cas, le personnel a aussi beaucoup souffert de cette situation, et ça a été dit. Moi, je me demande, donc j'attends beaucoup aussi de cette audition. Moi-même, j'ai été interpellée, mais comme plusieurs de mes collègues, par des familles qui étaient dans une détresse totale. Par exemple, sur des gens, on a même été confrontés parfois personnellement à ce genre de situation par des gens qui allaient mourir, qui sont morts seuls. J'ai été interpellée, y compris, je ne suis pas croyante, mais par des familles musulmanes, parce qu'il existe, quand la personne va mourir, eh bien, de la toilette, alors qu'on savait que la personne était morte, que un membre de la famille, une fille ou un enfant, voulait aller faire la toilette de la maman, où il y avait les deux parents qui étaient décédés, et donc qui n'ont même pas pu procéder à cette chose qui est pour eux, quand même, il faut bien le dire, quelque chose de très important. Et donc, même ce respect-là n'a pas été autorisé. J'ai compris des familles qui ont perdu des enfants en situation de handicap à l'hôpital, qui ne sont pas revenus et qui n'ont même pas pu assister leur enfant dans leur dernier moment. Donc, on a vécu effectivement, et les uns et les autres, et personne n'est inhumain, et personne ici n'est pour cette situation, mais on l'a vécu parce qu'il faut se rappeler que nous étions en pleine pandémie, et que je le dis, je le redis, le manque de visibilité, gouvernementale ne nous a pas facilité la tâche. Alors, faut-il aujourd'hui légiférer ou pas? J'ai regardé la proposition du président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, sur le droit de visite. Donc, parce que c'est ça finalement aujourd'hui qui nous est posé. Faut-il légiférer sur un droit de visite à l'hôpital et dans les établissements pour personnes âgées et handicapées? Je vous avoue qu'à ce moment, à cet instant précis, notre décision n'est toujours pas prise, parce que nous aimerions dire oui, il faut légiférer et il faut qu'il y ait une loi, mais est-ce la solution? Franchement, voilà. Après, c'est pas parce que on le fait ou pas qu'on est plus humain, c'est parce que finalement on est en train de regarder un peu les choses, puisque les restrictions, ça a été dit par plusieurs avec un droit de visite ou les interdire. Voilà, c'est une de mes questions. Je vous remercie. Monsieur Mouillet. Merci, Madame la Présidente. Dans la lignée de la dernière intervention, on voit bien que ce matin, on se pose beaucoup de questions sur la notion ou non de légiférer sur le droit de visite. Alors, nos intervenants ont des points de vue qui diffèrent, même s'ils sont d'accord sur le constat. Donc, j'aurais voulu de nouveau réinsister sur cette question fondamentale. C'est qu'en cas de texte de loi qui encadre le droit de visite, notamment dans les EHPAD, quid de la responsabilité du directeur d'établissement pour protéger la vie des autres résidents? C'est quand même la question fondamentale. Et dans l'hypothèse, inversement, où il n'y a pas de texte de loi, c'est comment peut-être mieux contrôler l'opportunité, la proportionnalité des décisions d'encadrement qui sont prises par les directeurs d'établissement. Ça peut peut-être passer même par un re-questionnement sur la notion de certification, peut-être, des établissements. C'est une question qui peut être posée. Et puis une question peut-être à plus long terme. On a bien vu que cette crise a entraîné des changements de comportement, de la façon de prendre en charge les patients ou les résidents, la façon d'accueillir les familles. Est-ce que finalement, dans l'avenir, il faut peut-être aussi peut-être repenser les aménagements, les plans de structure des établissements, peut-être pour permettre une meilleure capacité à gérer ce type de difficultés? Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous et à toutes.
D'abord, je voudrais remercier le professeur Manaouil d'avoir fait la distinction entre les EHPAD, les établissements accueillant les personnes âgées, et les établissements de santé. Je partage les propos du président Milon et concernant les moyens, et puis de vous, Madame la Présidente Catherine Roche, sur ce grave défaut d'humanité, notamment quand les patients sont décédés, et ce grave défaut d'humanité qui a conduit nos collègues à réfléchir à une proposition de loi. 2-3 questions. Dans les établissements de santé, les visites aujourd'hui sont encore très restreintes. Mais est-ce normal que dans un même service, les autorisations de visite, sans parler de patients atteints du Covid, soient dépendantes de la décision du médecin qui est présent? Un même service, 4 médecins et 4 décisions différentes pour un même patient qui est stable. Pour les familles, c'est incompréhensible. Leur droit de visite est lié à la décision du médecin qui est présent ce jour-là. Là, il y a une grande interrogation et j'aurais voulu avoir votre avis sur ce sujet. La deuxième question qui me taraude, c'est est-ce que une loi qui instaurerait un droit de visite résisterait, dans le cadre d'une pandémie majeure telle qu'on la connaît, à une autre loi d'urgence sanitaire? Est-ce qu'elle résisterait à des protocoles venant de la Direction générale de la santé? Voilà, ça c'est pour moi une vraie interrogation. Et enfin, peut-être une dernière question. Est-ce que dans une telle loi, il faudrait redéfinir la compétence, et c'est peut-être M. Marc Dupont qui pourrait m'y répondre, la compétence du directeur d'établissement en matière d'organisation des visites? Voilà, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour ce jour. Merci à vous. Très bien. Et pour conclure, Laurent Burgois? Merci, Madame la Présidente. Moi, j'aimerais revenir quelques instants sur les propos, la réflexion qu'il y a eu sur l'obligation de vaccination du personnel médical. Pour dire que, bon, à titre personnel, le citoyen que je suis, bien sûr, est favorable à la vaccination, mais que le législateur que je suis est défavorable à imposer à nos concitoyens de se faire vacciner sous le principe de liberté. Je crois que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que je crois que si on imposait au personnel médical de se faire vacciner, cette décision, qu'elle soit législative ou par décret, ne tiendrait pas quelques secondes s'il y avait un recours, que ce soit devant le Conseil constitutionnel ou le tribunal administratif. Je pense que le juge casserait cette décision au nom du principe d'inégalité par rapport à nos concitoyens. Et puis, revenir par rapport au propos de M. Frémont, lui dire que j'ai trouvé son témoignage émouvant et saluer son courage. Alors, lui dire qu'en principe, c'est vrai que les législateurs n'aiment pas trop légiférer sur l'émotion, mais à titre personnel, je crois que je serais rejoint par beaucoup. Je crois que la proposition que fait notre président Bruno Retailleau, c'est de donner un message politique. Et je crois qu'à un moment, il faut que le législateur aussi, de temps en temps, donne un message politique avec un grand P par rapport à toutes ces familles qui ont été touchées. Et je crois que ça sera l'honneur du Sénat d'aller dans ce sens-là. Très bien. Alors, pour répondre, peut-être Madame professeur, par rapport aux questions... Pardonnez-moi, Madame la Présidente, Monsieur Sanvert, mais je devais devoir vous quitter dans 2 minutes. Est-ce que je pourrais avoir la parole? Quelque chose à dire, vous nous le dites, vous avez 1 minute alors. C'est très gentil. Alors, juste 1 minute pour dire que par rapport à la question qui vous préoccupe, sur faut-il légiférer ou pas, je l'ai dit d'une façon globale, pour nous, il faut légiférer pour casser le statut EHPAD. Sur la question précise des visites, je ne me prononcerai pas, mais en tout état de cause, si vous décidiez de suivre l'avis du président Retailleau, ou en tout cas sa proposition, il faut à ce moment-là que s'il y a un texte de loi, une proposition de loi sur les visites, il faut s'appuyer sur l'avis des personnes âgées et des familles, actuellement du Conseil de la vie sociale, et prendre du temps pour écouter l'avis des résidents. Ça me paraît absolument fondamental. Je vous prie de m'excuser, je dois vous quitter, je vous salue tous et toutes. Merci beaucoup, Monsieur Chambert. Et Madame Manaouil, peut-être par rapport à ce qui a été posé sur... Alors, juste quelques points. Sur l'obligation vaccinale des soignants, ça existe déjà, pour l'hépatite B notamment, donc il n'y a pas de difficulté. C'est instauré par la loi dans le Code de la santé publique. Pour la toilette, une sénatrice évoquait
le fait que la toilette rituelle ne peut pas être faite par les personnes de religion musulmane. Effectivement, c'est toujours le cas, mais c'est instauré par un décret, hein, c'est le pouvoir réglementaire. Donc concrètement, la toilette mortuaire en cas de mort par le Covid n'est pas possible, sauf, elle est faite par les professionnels de santé et par les professionnels de thanatologie, mais pas la toilette rituelle. Aujourd'hui, elle est interdite par décret. Bon, voilà, on ne peut que l'appliquer. Et effectivement, dans les débuts de l'épidémie, il y avait vraiment des situations qui ont été très choquantes. Moi, j'ai vu des cas où mais tout le monde était un peu paralysé par la peur, où on ne fermait pas les yeux des morts. Enfin, c'est quand même quelque chose de très très choquant, en disant ah ben non, on peut plus y toucher une fois qu'il est mort, donc même lui fermer les yeux, on se posait la question. Voilà, effectivement, cette épidémie a entraîné des situations particulièrement difficiles et on s'est demandé pourquoi on pouvait faire la toilette de quelqu'un qui était hospitalisé et parce qu'il était mort, on ne pouvait plus lui faire sa toilette. Mais bon, voilà. Après, sur les avis différents des médecins, effectivement, c'est problématique et ce n'est pas uniquement pour le droit de visite. C'est problématique quand vous demandez des informations, que le médecin vous dise le pronostic vital il est engagé à très court terme, il vous fait très très peur, et puis le lendemain vous demandez à un autre médecin, il vous dit mais non, ça va aller, tout va aller bien. Et ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement en expertise, c'est des familles qui viennent dire on nous a donné des informations très contradictoires d'un jour à l'autre. Alors, il faut que les médecins se parlent plus, communiquent plus entre eux pour savoir quelles informations ils donnent aux familles, effectivement. Et c'est vrai pour le droit de visite comme pour tout le reste. C'est quand même très gênant de venir à l'hôpital et de se voir refuser un droit de visite un jour et puis le lendemain de se le voir autorisé par un autre médecin. Je suis bien d'accord avec vous. La difficulté, c'est que tout ça, à mon avis, ça ne se règle pas par la loi, mais par de l'appréciation au cas par cas et de l'humanité. Voilà. Monsieur Dupont, vous souhaitez rajouter quelque chose? Deux choses sur des points qui ont déjà été un peu évoqués. D'ailleurs, sur la toilette mortuaire, je complète sur la toilette mortuaire musulmane, je complète ce que disait Mme Manawil. Non seulement le décret le prévoit, mais même les autorités religieuses. On a une lettre, un courrier de la mosquée de Paris dès le mois de mars 2020 qui dit qu'il n'y aura plus de toilettes rituelles par les autorités religieuses. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes d'ailleurs veulent pas individuellement, personnellement, sous le plan familial de faire des toilettes. Mais en tout cas, même sur ce point-là, même les autorités religieuses ont été extrêmement, ont quand même pris position. La seconde chose, c'est pour la question reportant sur le rôle du directeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le droit de visite, c'est le directeur qui prend des décisions, ou qui fixe la politique de l'établissement. Et ensuite, les décisions sont prises sur avis médical. En fait, le directeur intervient très peu, en réalité. Il intervient lorsqu'il y a un litige, lorsqu'il y a un conflit. Et c'est bien au niveau de l'équipe. Alors, l'équipe, c'est important qu'elle soit soudée, effectivement, qu'il y ait des décisions cohérentes au sein de l'équipe. Mais ça me semble un bon principe qu'il y ait le directeur qui prenne les décisions lorsqu'il faut trancher vraiment, mais sûr avec un avis médical ou soignant très très bien documenté, sachant que les choses sont différentes quand même dans une maternité, dans une unité de soins palliatifs par exemple. Donc c'est bien normal que ce soit au niveau local, cas par cas, au niveau de l'unité, que les choses se passent vraiment. En fait, le fait qu'il y ait aussi un double niveau, ça permet aussi d'avoir un recours. Tout à l'heure, on a parlé du recours, que parfois certains ont contesté le fait qu'ils ne puissent pas faire recours. Le fait que le directeur soit en second niveau, ça permet, lorsque l'équipe médicale a pris une décision, d'avoir un lieu pour pouvoir dire, écoutez, j'aimerais bien qu'on reconsidère la situation. Très bien. Monsieur Gilles, vous souhaitez, si vous avez quelque chose à rajouter ou très rapidement. Deux points très rapides. Le premier, pour rebondir sur la notion de glissement, je pense que c'est important d'avoir en tête que il n'y a pas d'un côté des personnes qui seraient porteuses d'une forme de sérieux sanitaire, qui auraient conscience des dangers, qui protégeraient, et de l'autre côté, de dangereux idéalistes, libertaires, humanistes. Ce qu'on a redécouvert, et ce que beaucoup de gériatres nous ont dit pendant la crise, c'est qu'il y avait ce danger de contamination, de contracter le virus ou de le transmettre, mais il y avait aussi tous les risques gériatriques habituels
liées à l'interruption des activités, des visites d'un certain nombre de thérapeutiques, la dénutrition, les troubles cognitifs, la dépression, la perte d'autonomie fonctionnelle, la sarcopénie. Et donc, en permanence retrouver, même face à un risque majeur, la conscience de ces risques, autres risques qui restent, nécessite des arbitrages, des équilibres, des balances entre des préjudices différents. Et c'est très difficile de le faire quand on est tétanisé par la peur, mais quand il s'agit de récupérer très vite la capacité d'avoir ces arbitrages. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, à mon avis, je souscris à l'idée que la question de l'accompagnement des mourants et des hommages rendus aux défunts est une question spécifique. Il y a eu ce décret sur la mise en bière immédiate qui a fait couler beaucoup d'encre. On a quand même mis 8 mois avant qu'il y ait une décision du Conseil d'État pour la critiquer. Alors évidemment, au début de crise, quand on ne sait pas, quand on ne maîtrise pas les modalités de contamination et qu'on se dit est-ce que c'est comparable à Ebola, on réagit au maximum, mais c'est peut-être que la difficulté que de mettre 8 mois là-dessus, c'est problématique, alors qu'en plus, on a eu assez vite des éléments montrant qu'il y avait des différences majeures selon les pays, y compris pour les différentes toilettes mortuaires soignantes et rituelles. Et donc la question, c'est un peu comment on évite l'arbitraire dans ces cas-là, que ce soit pour autoriser les visites ou pour mettre en place ce type de règles, et comment on a peut-être une prudence dans l'édiction d'une norme, parce que mise en bière immédiate a été appliquée parfois de manière très différente. Immédiate n'a pas été entendue toujours de la même façon, et a parfois été appliquée possiblement avec une trop extrême rigueur, alors qu'à d'autres endroits, on a pu avoir un peu plus de souplesse. Donc pour moi, la question majeure là, sur ce point, c'est comment on peut éviter l'arbitraire et retrouver une capacité de discernement, même en situation très anxiogène. Bien, Monsieur Frémont, parce que c'est un peu votre collectif qui est à l'origine de cette table ronde. Tout à fait. Tout d'abord, et des propositions de loi également. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et tous vos apports qui sont très intéressants. Effectivement, je vous rejoins. On a parlé du droit au respect de la dignité du patient qui est donc bafoué depuis plus d'1 an. Mais il y a aussi la question du droit à la liberté de conscience et de religion. Et avant même les protocoles funéraires, la question de l'accès au dernier sacrement pour toutes les religions, avec des aumôniers qui sont restés bloqués au bord des services et qui le restent toujours, avec évidemment des situations très variables d'un établissement à l'autre. Mais voilà, il y a des personnes qui partent aujourd'hui dénuées des derniers sacrements alors qu'elles les réclament. Et aussi, je voudrais très concrètement vous faire part de mon ressenti et des nombreux témoignages qu'on reçoit, ce ressenti face à l'arbitraire médical. Quand on se retrouve devant une porte fermée qui ne s'ouvre pas, qu'on n'a aucun texte sur lequel se fonder, il n'y a aucune recommandation officielle sur le sujet. Et donc, je pense qu'à défaut d'une circulaire du ministre qui n'a pas l'air de se décider à agir, ce serait vraiment tout à l'honneur du Sénat d'inscrire ce droit dans la loi. Et je pense que ce serait d'une grande aide pour toutes les victimes de ces situations. Et on a beaucoup parlé du contexte spécifique à la pandémie, mais on a bien peur que ce genre de comportement ne s'inscrive maintenant dans les habitudes de certaines équipes, encore une fois sans généraliser, mais tout simplement se débarrasser des familles, c'est parfois très, très pratique. Et enfin voilà, je voudrais juste souligner qu'on connaît de très graves dérives éthiques et anthropologiques depuis maintenant plus d'1 an. Donc le ministre de la Santé, le 16 février dernier, affirme devant l'Assemblée les visites doivent être autorisées pour tous et à tout moment d'hospitalisation, mais rien n'est fait concrètement pour que ce droit de visite soit appliqué. Donc je pense que ce serait tout à l'honneur du Sénat de reconnaître ce droit fondamental des patients.